il a 15 minutes et pas 16. Je vais essayer. Bonjour tout le monde. Depuis quelques années, je m'intéresse à un sujet qui est la blockchain et les cryptoactifs. C'est un peu mal compris dans les médias aujourd'hui et mon rôle, c'est en 15 minutes, Pas au centre. là-bas, de vous raconter ça le plus simplement possible. Merci beaucoup. Le talk s'appelle Blockchain, la confiance programmable. On va parler un peu d'autre chose à la base. Est-ce que vous connaissez le Web 3, le Web 3.0 ? Qui connaît dans la salle, lève la main. Quelques personnes, ok, super. Pour parler de Web 3, je vais d'abord parler un petit peu de nous les humains, l'Homo sapiens. On a 200 000 ans et on a fait quand même en 200 000 ans quelques trucs pas trop mal. Aujourd'hui, on peut dire qu'on domine à peu près la planète. Et tous ces efforts à grande échelle, ils ont eu lieu grâce à des grosses collaborations entre humains depuis toujours. Et les collaborations, elles ont été possibles grâce à une seule chose, la confiance. Je vais en parler très rapidement. La confiance, elle a d'abord été sociale. Il y a des centaines de milliers d'années, on était des Homo sapiens, des nomades, chasseurs-cueilleurs. Et donc, pour se faire confiance, on parlait entre nous dans des petits groupes, on échangeait, c'était le body language, c'était le son et la confiance de groupe. Ensuite, on s'est développé, on a créé des routes, des villages, des villes, et il a fallu scaler cette confiance. Pour la scaler, on a créé la confiance institutionnelle, qui a pu être répartie sur les gens qui ne se connaissent pas. Donc le tiers de confiance, ça a été l'Église, le clergé, ensuite les pays, les nations, et enfin les sociétés, qui aujourd'hui sont les vrais gardiens de la confiance. D'ailleurs, si vous vous souvenez, quand on était plus jeune, vos parents, en tout cas ma mère me disait toujours à moi, n'ouvre pas la porte à l'inconnu, ne monte pas dans la voiture d'un inconnu. Pourtant aujourd'hui, Airbnb, Lyft, Blablacar ou Uber ont des dizaines de millions de clients dans le monde. Pourquoi ? On fait juste confiance à ces marques. On a réussi en 20 ans à changer de paradigme et à faire confiance à ces marques. Le problème, c'est que ces institutions et ces marques, de temps en temps, elles font des petites erreurs. Il y a 10 ans, c'était Occupy Wall Street, après la crise financière de 2008. Des millions de gens ont été virés de chez eux, des dizaines de milliers de gens à New York démarraient dans la rue et manifestaient dans la rue en exprimant leur mécontentement par rapport au gouvernement. Et là, c'est les failles morales de la confiance, c'est corruption, mensonge, complicité. Et malheureusement, ça, c'est intrinsèque à l'humain. C'est des choses qu'on a chez nous et en nous. Et ensuite, il y a les failles techniques de la confiance. C'est l'ego, vous les connaissez. Ils vont arriver. Hop. Marriott, Facebook, Equifax, Wells Fargo, c'est les plus gros hacks de ces dernières années sur le digital. Marriott, c'était il y a un mois, c'est 500 millions de cartes bleues, numéro de compte bancaire, passeport, informations clients, qui ont été dérobés. Facebook et les autres, vous les connaissez aussi. Donc on voit bien que même les grands géants de la confiance, ces gatekeepers, ils ont parfois des erreurs et ils sont de plus en plus attaquables. Ça, c'est tous les hacks depuis 2004 jusqu'à 2018. On voit qu'ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus gros et importants. Les plus gros ronds, c'est les plus importants. Alors souvent, on se dit oui, c'est pas pour moi les hacks, c'est pas grave. Ou bon, au pire, je me fais hacker mon email, c'est pas très grave. Je vous invite à aller sur ce petit site, c'est Have I Been Pwned. Vous tapez votre email, ça prend 2 secondes et ça vous sort directement tous les sites ou les hacks dont vous avez été vous victime. Moi, j'en ai eu une dizaine sur le mien, dont le hack de Marriott. Donc malheureusement, je suis un des 8% de la population qui se fait hacker sur ce sujet. Ça, c'est les clouds, ce qu'on nous raconte depuis 15-20 ans. Je suis client du cloud aussi, hein, on est tous clients. On dit que c'est génial et que c'est sécurisé. Le problème, c'est que le cloud, ça n'existe pas. Le cloud, c'est toujours l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Toujours. Et ce quelqu'un, il peut avoir accès à vos dossiers, les lire, les vendre potentiellement. Et si un jour, et je ne vous le souhaite pas, vous avez un problème en justice aux États-Unis, vous avez une subpoena, on va vous retrouver devant le juge avec vos emails depuis 10 ans qui sont lus à voix haute, imprimés dans les cartons. Et ça m'est arrivé il y a 3 ans sur ma société, je vous jure, c'est pas très agréable. Je vous le conseille pas. Donc le cloud n'existe pas vraiment. Ça, c'est Mark Zuckerberg, on a tous cette image-là. C'était il y a quelques mois, maintenant un an et demi, à l'affaire de Cambridge Analytica. Et ce qui s'est passé en quelques mois, c'est très simple. Facebook a plus de 2 milliards d'utilisateurs aujourd'hui. Et sur chacun de ces users, ils ont plus de 5000 data points. Ce que j'aime, ce que je mange, mes amis, les lieux que je fréquente, la musique que j'écoute, mon courant politique, mes courants de pensée. Tout ça, Facebook-là. Jusqu'à aujourd'hui, ils me vendaient des pubs avec. Ça ne me dérangeait pas trop. Ce qui s'est passé par contre, c'est que quand une agence comme Cambridge Analytica a réussi à hacker ces données et les prendre, et ensuite les vendre à des clients qui sont le Brexit et Trump, ça a fait ce qu'on voit en ce moment. Et donc ça fait monter les extrémismes, nationalisme, populisme. Et donc c'est pas juste une histoire de ma carte bleue est hackée, c'est ma souveraineté est hackée, entre guillemets. Et c'est en train d'arriver de plus en plus souvent. Alors je vais revenir un peu en arrière, comment on en est arrivé là, aujourd'hui. Ça, c'est les protocoles que ceux qui sont un tout petit peu techniques connaissent, TCP/IP, HTTP, SMTP. C'est les protocoles sur lesquels notre Internet est bâti aujourd'hui. Il y a 30, 40, 50 ans pour certains, ils ont été créés. Et au-dessus de ces protocoles, il y a eu effectivement une vague d'innovation sans précédent. Alors, ceux-là, ils étaient open source et gratuits. Et derrière, depuis maintenant 25 ans, il y a des sociétés qui sont créées, qui sont géniales, on est tous clients de ces sociétés-là, qui ont des modèles privés. Parce qu'effectivement, il fallait gagner de l'argent à un moment donné, évidemment.
Le problème, c'est que ces boîtes, elles ont une ère d'innovation incroyable pendant 20 ans, mais qu'aujourd'hui, quelques-unes ont pris le pouvoir, beaucoup trop de pouvoir, plus que les États, plus que les nations. On les connaît tous, même si on les aime bien. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elles ont beaucoup d'autres pouvoirs, elles ne payent pas leurs impôts, notamment en France, et c'est un vrai sujet. Elles ont écrit un peu les règles du jeu, elles ont créé le jeu, et elles ont réussi à soudoyer même l'arbitre aujourd'hui. Elles sont quasiment intouchables. Donc on les aimait à un moment donné, de plus en plus on se dit qu'il y a peut-être une rupture, et qu'on est de moins en moins fans. L'idée maintenant, c'est la question, comment on passe de Don't be evil, qui est le slogan de Google, à Can't be evil. Et c'est un vrai sujet. Et la vraie réponse, c'est la confiance qu'on appelle programmable. Elle est basée sur un truc beaucoup plus fondamental que nous, l'être humain, et nos défauts potentiels, nos failles. Elle est basée sur les mathématiques. Les mathématiques, c'est une science exacte. 1 plus 1, je peux prendre un flingue et le braquer, l'équation sera la même, ça fera 2, toujours. Et quand je vous dis que 1 plus 1 fait 2, vous ne pouvez pas forcément me croire moi, mais vous croyez votre confiance en les mathématiques, votre savoir des mathématiques. Donc la programmation, ou du moins la confiance programmable des mathématiques, c'est en train d'arriver, c'est ce que permet la blockchain et les cryptoactifs, et c'est complètement infalsifiable. Le premier exemple, qui a été vachement décrit depuis 10 ans, c'est Bitcoin. Bitcoin, c'est un transfert de valeur sur Internet. Le premier moyen de transférer de la valeur de pair à pair, sans intermédiaire, sur Internet. Et comment c'est possible? C'est dû à 2 choses. La cryptographie moderne, donc l'encryption et le chiffrage en français, qui a été utilisé pendant les heures sombres de notre histoire pour effectivement crypter les messages pendant les guerres, pour qu'on puisse se communiquer sans clé de 1000 voix. Et la blockchain. Alors la blockchain, en quelques mots très simples, si c'est pas clair pour tout le monde, imaginez un cahier blanc, Clairefontaine, vide, et sur ce cahier, on va marquer les transactions qui vont apparaître dans la salle. Donc Cyril donne 10 € à PPC, PPC donne 20 € à Leslie, etc., etc. Dès qu'on a rempli la page, on tourne la page, cette page devient du coup infalsifiable, gravée dans le marbre, et les infos sont irrévocables. Ça, c'est la blockchain, tout simplement. Et donc cette addition de cryptographie moderne et de blockchain, ça donne lieu à ce qu'on appelle des crypto-networks. Alors depuis 2 ans, on parle beaucoup de cryptocurrency, il y a des milliers de cryptocurrency. C'est complètement faux. Ces cryptocurrencies ne sont pas des monnaies, ce sont des crypto-actifs, des crypto-assets en anglais. C'est comme de dire que l'huile ou le chocolat sont des currencies. Non, l'huile est un asset, le chocolat est un asset, le pétrole est un asset. On peut les échanger contre du dollar quand on veut, mais elles n'ont pas vocation à être payables au supermarché ou dans votre boulangerie. Et là, c'est un modèle tout simple de l'Internet d'aujourd'hui qui est centralisé, donc faillible. Centralisé, c'est de dire qu'on a juste tous nos datas sur un seul serveur. Ça pourrait être le serveur de Google, par exemple, qui est centralisé. Si demain il y a une attaque terroriste, si demain il y a une catastrophe naturelle, les données vont disparaître. Le modèle décentralisé, donc peer-to-peer, on le connaît tous, hein, c'était LimeWire, Emule, qu'on utilisait il y a 20 ans. Maintenant, il est de plus en plus répandu et il se développe. Et pourquoi il est intéressant? Parce que ces crypto-networks vont émettre des jetons, donc des coins, qui vont motiver le réseau à participer. Et c'est là la grande nouveauté. C'est ce qui est possible depuis seulement quelques années, c'est tout nouveau. Et donc on a vu que la monnaie était le premier exemple de ces crypto-networks, donc Bitcoin était le premier. Et depuis 5 ou 6 ans, il y a plein d'ingénieurs dans la Silicon Valley qui travaillent sur plein d'autres sujets. Comment on peut, entre guillemets, dématérialiser plein de secteurs. Donc c'est un exemple de plusieurs secteurs, mais il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui qui se développent. Et ça, c'est l'avènement du Web 3, ce web décentralisé, beaucoup plus sécurisé, vérifiable, avec la confiance installée dans le protocole, directement. Un exemple tout concret, on connaît tous Dropbox, je suis un client de Dropbox et j'adore le produit. On paye globalement 10 € par mois, on a 1 Tera, Dropbox est rentré en bourse l'an dernier à 9 ou 10 milliards de valorisation. Il y a un concurrent décentralisé qui se développe en ce moment dans la vallée qui s'appelle Filecoin. Filecoin, c'est tout simple, c'est un intermédiaire. Vous et moi pouvons ouvrir notre ordinateur quand on l'utilise et sous-louer, de façon complètement sécurisée, une partie de notre disque dur. On a tous 500 gigas, parfois 1 Tera disponible. Et bien, il y a une place de marché décentralisée. Là, je loue mon hard drive. Et ça coûte 1 € par mois et c'est 100% sécurisé. Personne au monde n'a accès à mes dossiers. Ni le procureur, ni un criminel, personne ne peut avoir accès à mes dossiers. Un autre exemple tout simple, c'est un contrat. Un contrat, c'est globalement une suite de règles qui vont s'appliquer selon des conditions et des actions. Et bien maintenant, il y a ce qu'on appelle les smart contracts. Les smart contracts, c'est juste ajouter du code à un contrat et directement programmer une action qui va être liée à un événement qui va arriver dans la vraie vie. Exemple extrêmement parlant, c'est AXA, une boîte française, qui a lancé un exemple super concret sur le sujet. Quand on prend l'avion, qu'on arrive à New York avec du retard, aujourd'hui on peut être remboursé de quelques miles ou quelques euros, mais il faut faire la queue, remplir des formulaires et c'est compliqué. Ce qu'a fait AXA, avec leur marque qui s'appelle Fizi, nouvelle assurance, c'est de dire que si l'avion arrive en retard à New York, directement, le tour opérateur est au courant, Air France est au courant, et en quelques secondes, je suis remboursé automatiquement. J'ai pas besoin de faire la queue, rien à remplir, c'est automatique.
Un autre exemple plus terre à terre et concret pour beaucoup de gens dans le monde, les fermiers par exemple, qui ont des récoltes. Si demain le soleil tape trop fort ou le ciel gèle trop fort, ma récolte est du coup inutilisable et pour me faire rembourser, moi en tant que fermier du sud de la France ou d'Afrique ou d'Amérique du Sud, je vais mettre des semaines voire des mois. Si on a un thermomètre connecté directement dans le jardin et que la température monte ou descend trop fort, directement on le sait et mon assurance me rembourse pareil en quelques secondes. Donc c'est des exemples d'automatisation de marchés énormes qui vont arriver avec les smart contracts. Ça, c'est un data center. Ça pourrait être celui d'AWS, ça pourrait être celui de Facebook, celui de Google. Et ça, juste à côté, c'est l'argent qu'on ne gagne pas avec nos data. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que la data, ça vaut plus cher que le pétrole. Facebook vaut 5 fois total en bourse aujourd'hui. Et donc tous les jours, j'utilise Facebook, Twitter, Amazon, tous les services Internet, et je crée de la data. Et malheureusement, je ne la monétise pas. Et on pourrait imaginer que dans le futur, il y a un protocole décentralisé qui fasse un social network, donc un concurrent de Facebook dans 10 à 15 ans, imaginons. Mais techniquement, ce protocole rémunérait les utilisateurs pour leur usage de la plateforme, directement. Et donc ce modèle, c'est techniquement une première attente à un revenu universel imaginaire. Ça, c'est les boîtes plus ou moins leaders de cet écosystème aujourd'hui. Ça fait 200 milliards de market cap. Le stock market, c'est 65 trilliards. Donc on est vraiment à 0,2% de la valeur actuelle créée sur le stock market. C'est tout petit. C'est quelques milliers de personnes qui bossent dessus. C'est encore vraiment embryonnaire. Ça, c'est les boîtes leaders. Et donc effectivement, on se souvient qu'il y a 25 ans, quand on a créé Wikipédia, Facebook, Google, il était impossible de l'imaginer avant d'avoir Internet. Il fallait Internet d'abord pour penser aux applications qui allaient ensuite créer Internet. Là, c'est pareil, on teste des choses, il y a des succès qui arrivent, mais il est impossible d'imaginer ce qui va se passer dans 5 à 10 à 15 ans. Des nouvelles applications, des nouvelles choses vont être possibles. Je reviens sur le Web 2, toutes ces boîtes dont on est tous clients et qu'on a tous adoré et qu'on adore peut-être toujours. Ces boîtes-là ont été financées par 2 fonds d'investissement majeurs, pas toutes, mais quasiment. A16Z, donc Andreessen Horowitz. Marc Andreessen, il avait créé Netscape en 95, pardon, il a introduit en bourse en 95. Et Sequoia Capital, qui est effectivement un fonds légendaire avec qui je collabore beaucoup en ce moment. Et ces 2 fonds, ils injectent des millions de dollars, centaines de millions de dollars par an dans ce sujet aujourd'hui parce que ça compte pour eux. C'est éthique. Donc si vous devez retenir juste une chose de ce talk, c'est que le Web 1, c'était je peux juste lire sur le Web. Le Web 2, le Web social, il y avait les wikis, les forums, Twitter, Facebook. J'ai pu effectivement écrire sur le Web. Et le Web 3, il est tout pareil, juste on rajoute la confiance dans son protocole sur le Web. Et dans un monde comme aujourd'hui où le digital fait partie prenante de notre vie, un digital avec plus de confiance, donc un monde avec plus de confiance, je pense que ça a du sens. Voilà, merci. Merci. Merci Cyril. Pari tenu, il a fait 15 minutes. Ouais. Pile. Merci Dur. infiniment. Merci à toi.